le fil étant lié sur ce centre, la parole tout de suite à Pascale Guatchel, qui est actuellement la directrice de ce centre d'histoire sociale. Bonjour, vous m'entendez? D'abord, je veux dire que je suis très, très fière et honorée comme directrice du Centre d'histoire sociale, de contribuer à cette cérémonie. Je peux dire que le dictionnaire est adossé au Centre d'histoire sociale, qui est une unité mixte de recherche Paris 1 et CNRS, que c'est un honneur, que c'est une responsabilité et que c'est une charge. Voilà. Merci d'être venus si nombreux. Je vais tout de suite passer à mon intervention en faisant un lien. Moi, je ne viens pas du Centre d'histoire sociale. Je ne suis pas une héritière au départ de Jean Métron. C'est en ce sens que je dis que j'ai une charge et une responsabilité. Je remercie Claude Pentier et Paul Boulan de m'avoir demandé d'intervenir sur les hommes et les femmes de théâtre dans le Métron, et je vais essayer de relever le défi. Jean-Paul Belmondo, Pia Colombo, Charlotte Delbo, bon, des terminaisons en haut et non pas en on, ça c'est le Métron. Un premier constat s'impose, le théâtre est bel et bien présent dans le Métron. Des hommes et des femmes, plus ou moins 1300 notices, c'est à la fois peu et beaucoup. Quel point commun existe entre un directeur de théâtre, un chef de claque, un régisseur? Pas le métier, comme chez les gaziers ou les électriciens. Pas non plus un sort commun, comme pour les fusillés. Pas davantage un espace, une assignation de sexe ou une forme d'engagement. Mais alors pourquoi, diable, des hommes et des femmes de théâtre se trouvent-ils dans le Métron? C'est à n'en pas douter qu'ils développent des qualités de militants. D'ailleurs, pourquoi serait-on moins militant quand on chante l'opérette, quand on déclame des vers ou qu'on monte des décors? Militantisme il y a donc. Mais comment milite ce petit monde du spectacle, monde dont il conviendra de brosser les contours? Ces mobilisations sont-elles à l'unisson des luttes sociales ou relèvent-elles de dynamiques qui lui sont propres? Entrons dans la scène, ou sur scène, ou en scène, pour tenter d'en démêler les chevaux. Alors les chevaux, j'ai commencé à l'imaginer par les entrées par période, telle qu'elle est proposée par le dictionnaire Métron lui-même. Bon, vous verrez à chaque fois des petites quantités négligeables mais qui font sens. Première période, 1789-1864. 80 notices sur 14 000. Qui trouve-t-on? Des Saint-Simoniens, Roger, violoncelliste de son état, qui a dirigé les chœurs de Ménilmontant pour exécuter des compositions militantes. Des républicains démocrates, tels Étienne Arago, pas François. Directeur du théâtre de Vaudeville, dont les idées trouvent à s'exprimer dans des pièces comme Les Aristocrates. Des chansonniers, tel Gustave Leroy, qui très tôt fréquenta les goguettes, qu'il surnommait le Louvre du pauvre, notamment l'une d'entre elles qui s'appelait l'Enfer. Il connut une grande renommée dans le petit monde des chansonniers parisiens. Ses productions étaient imprimées sur de petites brochures vendues dans les rues pour 10 centimes. Et en 1844, il définissait le travail de chansonnier de cette façon. Chantez avec conviction, comprenez mieux ce que vous êtes, les droits qu'il vous faut soutenir. Et de vos rêves de poète, laissez tomber quelques chants d'avenir. Des auteurs de mélodrames, Félix Pia notamment, qui, outre une action politique, il a été député en 1848, écrivait des romans et des pièces de théâtre dans lesquelles il fustigeait la monarchie. Et avant la Révolution de février, mais je pense que beaucoup le savent, il fit jouer à la Porte Saint-Martin le chiffonnier de Paris avec Frédéric Lemaître dans le rôle du chiffonnier. Deuxième période, 1864-1871. Nos artistes, je me les approprie, approprions-nous-les, apparaissent comme fortement impliqués dans la commune. D'ailleurs, la cote BB24 aux archives nationales est fortement sollicitée. Alors, sans faire un inventaire à l'après-Vert, mais quelques noms quand même. Anatole Okolovitz, directeur de théâtre,
Alphonse Reverchon, attaché au directeur du théâtre de Belleville, artiste dramatique qui fit partie des insurgés ayant envahi la caserne Lobeau. Paul Forestier, membre d'une troupe dramatique qui se produisit dans toute l'Europe, fit carrière après la Commune en Belgique. Ou alors Eugène Formé, artiste dramatique ambulant, qui, avec son matériel de théâtre, fut pris par les Prussiens et qui semble d'ailleurs le lui avoir enlevé. Étienne Cadeau, chef de claque au théâtre de l'Ambigu-Comique, sous-lieutenant qui aida à construire la barricade de la rue du Château d'Eau. Troisième période, 71-1914. Trois éléments que j'ai plus ou moins distingués. Des hommes de plume. Alors la plume, c'est peut-être celle du critique. Je rappelle que Léon Blum assura à la critique théâtrale pour 2 ans à Comédia, à partir d'octobre 2008, qu'il signa à Guy Launay des articles donnés dans Le Matin, et que dans Excelsior, c'est peut-être moins connu, entre 1912 et 1913, il eut la responsabilité de la rubrique « Le théâtre et les mœurs ». Bon, ce sont surtout des auteurs de théâtre, tel Romain Rolland, qui écrivit quelques pièces à vocation populaire, dont le 14 juillet, sur lequel je reviendrai, en 1900, et son essai qui fit date, Le théâtre du peuple, prenant un théâtre de rassemblement des foules, un théâtre de communion populaire. Tous ces hommes figurent bien sûr dans le Métron. Alors, il figure aussi Maurice Potcher, qui dirigea le théâtre de Bussan, dans les Vosges, forme de théâtre populaire. D'ailleurs, de ce point de vue, il me semble que des hommes manquent dans le Métron. Ce sont ces hommes des théâtres populaires de la banlieue et des faubourgs, tels Berny, Adrien Bernheim, auteur de l'œuvre des 30 ans de théâtre, sauf si je me trompe, je ne l'ai pas vu dans le Métron. On t'engage, Pascal. L'engagement pour le théâtre populaire, mais aussi l'engagement anarchiste. Alors, le cas de Joseph Augier, employé de bureau et syndicaliste, et qui a été qualifié de Montéus marseillais, en est la preuve. Et il joua surtout, et je veux d'ores et déjà l'évoquer, auprès de Caroline Amblard, qui était secrétaire du syndicat des ouvrières de l'imprimerie et principale animatrice du théâtre social de Marseille. Elle fit représenter des pièces antimilitaristes, et notamment Le chemin de Biribi, qu'elle interpréta. On plaignait, je cite, « les mères d'élever des enfants pour les envoyer aux colonies et ensuite crever à Biribi ». Et la pièce se terminait par ces mots « Ni caserne ni drapeau, c'est la cause de tous nos maux ». Quatrième période, 14-39. Alors, on trouve de nombreux syndicalistes. L'auteur alors célèbre, mais me semble-t-il méconnu aujourd'hui, Henri-René Lenormand, qui appartint en 1920 au premier syndicat d'auteurs affilié à la CGT et qui a eu peu d'actions durables. On pourrait expliquer pourquoi. On trouve surtout des hommes ayant œuvré dans des syndicats d'artistes. Jean Toulout, avec à ses côtés Félix Huguenet ou Harry Bor, qui comptent parmi les comédiens les plus actifs de l'Union des artistes, cette association d'entraide et de défense fondée en 1917, matrice historique des syndicats des artistes-interprètes, comme le signale la notice. Cette Union des artistes fusionna avec la CGT en 1936. Alors, parmi les hommes de théâtre, évidemment des communistes. Alors, il serait trop long de les citer, mais un, Jean-Richard Bloch, homme de lettres, qui adhéra à plusieurs reprises au parti, qui accompagna le Front populaire. C'est lui qui avait appelé de ses voeux un théâtre universel dans Destin du théâtre et qui monta l'une des œuvres dramatiques majeures jouées sous le Front populaire, Naissance d'une cité. Alors, la thématique du théâtre populaire se retrouve, mais déclinée de manière plurielle. Dans le sillage de l'avant-guerre, Firmin Gémier, partisan d'un théâtre nouveau qui s'adressera à des vastes audiences, fut nommé directeur du Théâtre national populaire à Chaillot en novembre 1920. Et ce jour est important parce que c'est le 11 novembre, jour de la translation du corps du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Alors, plusieurs notices renvoient à l'histoire du théâtre militant des années 20 et 30, associé au mouvement ouvrier et précisément au Parti communiste. D'ailleurs, il me semble que ça renvoie à ce que Madeleine Reberiou, dans le mouvement social, appelait le militantisme culturel. En l'occurrence, il s'illustre par un ensemble d'expériences théâtrales appelées tour à tour théâtre du peuple, théâtre prolétarien, théâtre ouvrier, théâtre révolutionnaire, incertitude, qui en réalité masque de fortes divergences idéologiques. Léonard Delaunay a écrit un ouvrage, La scène bleue, à ce sujet.
Alors, je n'aurai pas le temps de détailler toutes ces initiatives. Signalons un théâtre syndical de la CGT créé en 1920, de la CGTU à la Grange Obel. Tous ces théâtres se politisent à partir de la deuxième moitié des années 20. On y trouve, ce que je trouve intéressant, une revue, La Scène ouvrière, mais également des lieux et toute une géographie théâtrale militante, les salles de la Bellevilloise, la Grange Obel, les salles de la banlieue rouge, Ivry, Vitry, Montreuil, etc., etc. Je passe. 5e période, 40-68. Des militants, à nouveau, de nombreux communistes. D'après mes calculs, mais je ne suis pas une statisticienne, vous le savez, environ un tiers, je dirais, des proportions. Des syndicalistes, Robert Sandré, quelques vedettes qui offrent au sein du syndicat français des artistes, Gérard Philippe et Jean-Paul Belmondo. Comptant sur cette aura de modernité, nous explique la notice, pour servir sa cause, le syndicat français des acteurs l'élu qui, Belmondo, le 5 novembre 1963 à sa présidence. Le syndicat espérait renouveler l'aventure menée en 1957 avec Gérard Philippe, qui, sollicité presque par hasard, s'était beaucoup investi dans ce rôle, son prestige rejaillissant sur la lutte syndicale. Mais je dois vous dire que visiblement, Belmondo n'était pas Gérard Philippe et qu'il déçut quelque peu le SFA affilié à la CGT. Militantisme et éducation populaire, oui, il faut citer là Maurice Delarue, cofondateur de Travail et Culture, bien d'autres encore, Raymond Temkin, qui est spécialiste du théâtre et qui a milité aussi à Travail et Culture. Et puis, bien sûr, la décentralisation théâtrale, par ordre de pertinence, sur les 300 premiers, elle occupe 30% des notices. Alors, pas forcément Villard, directeur du TNP, au titre de son travail en banlieue précisément à Suresnes, ou comme fondateur du Festival d'Avignon, mais surtout autour de Jeanne Laurent, qui figure dans le Métron, sous-directeur, on ne disait pas sous-directrice à l'époque, des spectacles à la Direction générale des arts et lettres sous la 4e République. On va trouver à ses côtés les fondateurs des premiers centres dramatiques nationaux, Jean Dasté à Saint-Étienne, Guy Parigot et Georges Goubert à la Comédie de l'Ouest, Hubert Gignoux dans l'Ouest puis dans l'Est, Maurice Sarrazin au Grenier de Toulouse, Gaston Batty, homme de marionnettes, qui crée le Centre dramatique du Sud-Est à Aix-en-Provence. Décentralisation renouvelée avec Marcel Maréchal à Lyon, Roger Planchon au Théâtre de la Cité à Villeurbanne, décentralisation dans la banlieue communiste, Gabriel Garand et Jacques Ralit à Aubervilliers, Bernard Sobel à Aubervilliers, José Valverde qui créa le Franc Théâtre, une compagnie de théâtre itinérante en banlieue, avant d'être sollicité à Saint-Denis. Les maisons de la culture, les centres culturels, j'y insiste parce qu'ils sont un peu moins connus et c'est là où on trouve des femmes, notamment Lise Visinant, qui travailla à son retour de Villeurbanne à Châlons et qui fonda le théâtre de Saône-et-Loire. La place de... Oui, mais une quinzaine de minutes. La place de 68 se retrouve en filigrane dans les parcours de vie. Oui, on trouve, si je voulais citer un seul exemple, Jacques Crémer qui fonda en 63 le Théâtre populaire de Lorraine et que véritablement les événements 68 transformèrent. Il se lança notamment dans une pièce qui s'appelait « Splendeur et misère de Minette de Bonne-Lorraine » écrite en collaboration avec René Gaudy qui, je crois, est présent dans la salle. Donc il y a vraiment quelque chose là aussi d'intéressant par le biais 68. Je passe, si je prends l'autre entrée, je serai plus bref sur les 2 points qui suivront. Par les dictionnaires. Alors, si je prends l'entrée par les dictionnaires, évidemment, des hommes de théâtre chez les anarchistes. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a cette période du théâtre social de Caroline Amblard et de la fin du XIXe siècle, mais il y a aussi, je dirais, les libertaires, et notamment Armand Gatti, qui fit littéralement voler en éclats le concept de représentation théâtrale à la fin des années 60, qui fit jouer dans les prisons, les écoles, les casernes, les rues, dans ce qu'il appelait les espaces réels, et qui eut un rôle extrêmement important. Bon, quelques élus de la scène, alors ça paraît anecdotique, mais je veux les citer, je vous explique pourquoi. Parce qu'il y eut Georges Hirsch,
auteur dramatique, mais qui exerça les fonctions de la réunion des théâtres lyriques nationaux. Et on trouve aussi dans le dictionnaire des directeurs et des administrateurs, et pas seulement des employés, des ouvriers, etc. etc. Les parlementaires, oui, je voudrais en citer un, Louis Mexando, communiste puis socialiste, parce qu'il a été à l'origine de l'association des Amis du Théâtre Maison de la Culture à Caen, entre 63 et 68. Des enseignants, on les retrouve, et parmi les enseignants, un certain nombre de gens sont dans le... alors, comment font-ils théâtre ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, comme ce que vous voyez dans les autres dictionnaires, ils font théâtre parce qu'ils accompagnent le théâtre. Ils sont dans ce vaste mouvement d'éducation populaire, ils sont dans les associations. Et alors, ce sont des enseignants. Paul Puot, par exemple, instituteur devenu militant communiste, animateur culturel, administrateur du Festival d'Avignon. Mais des cheminots, j'en ai relevé toute une série. Jean Joulin, cheminot, co-directeur du théâtre Maxime Gorky à Petit-Quevilly et qui fonda le théâtre Maxime Gorky. Parmi les gaziers, alors on va dire... Et Kochman est dans la salle. Et je l'avais noté dans mes petites notices, justement, parce que je trouve extrêmement intéressant, si je lis bien la notice, employé à l'EDF, coupeur de cuir, comédien, militant communiste, syndicat CGT de l'EDF, et qui fut le directeur du théâtre Romain Roland de Villejuif. C'est Raymond Gerbal qui le recruta. Parmi les ouvriers du livre, Caroline Amblard était une ouvrière du livre. Christine Hudin également. La Poste est aussi présente. La Poste est aussi présente par le biais, et je voulais le placer là, du couple. Citons par exemple Rolande Douzy et son mari qui militèrent beaucoup dans le foyer laïque de la jeunesse d'Amboise et qui ont beaucoup fait pour théâtre et culture à Saint-Pierre-des-Corps. Fusillé et exécuté. Sylvain Hitkin a été exécuté par la Gestapo le 20 août 1944 à Saint-Genis-Laval. Le dictionnaire Afrique, par le biais de l'écriture. Citons Cheikh Fatih Faye, une pièce de théâtre, Aube de sang, qui a été consacrée aux événements de Tiaroy. Et puis je voudrais m'arrêter, voilà, je vous avais mis quelques illustrations, sur les notices dédiées à des femmes de théâtre. J'ai noté 114 notices. Alors je me suis amusée, ça vaut ce que ça vaut, mais à prendre les premières par ordre de pertinence. Et j'ai essayé de les reclasser plus ou moins pour essayer de voir avec vous ce que ça voulait dire que femme de théâtre. Alors, c'est Maria Derem et Louise Michel. Pourquoi je les ai mis par ordre chronologique? Parce qu'elles écrivent des pièces. Louise Michel a écrit Maria Derem, Théâtre chez soi. Louise Michel Nadine. On retrouve le théâtre amateur. J'en parlerai pas beaucoup, donc je voudrais en parler là. Adèle Fernandez, vous voyez que le théâtre amateur, on le trouve au début du siècle. Je n'ai pas résisté non plus au plaisir de vous présenter Li Baziao, chinoise, un spécialiste des arts scéniques, qui a œuvré au comité central. Oui, le dictionnaire Métron n'est pas uniquement un dictionnaire franco-français. Charlotte Delbo, secrétaire de Jouvet, qui est connue pour son récit à Auschwitz, mais il me semble qu'on sait moins qu'elle a beaucoup œuvré pour le théâtre. Toute une série de femmes, Emma Thomas-Quell, Jacqueline Lévy, Anne Charniou, autour du travail d'éducation populaire. Ce travail d'éducation populaire, on le retrouve non seulement dans les associations, mais dans la création des centres culturels. Je recite Lise Vézinant et Michel Berchoux. Et puis, j'en terminerai par là sur ce point sur les femmes. Au fond, un engagement de couple, Anne-Philippe, Simone Signoret, des chansonnières. Alors j'avais préparé plein de notices, puis j'aimerais bien quand même vous en lire une. Une peut-être celle de Marianne Oswald. Marianne Oswald qui a été née en 1901, formée au cabaret de théâtre, au contact de Bertolt Brecht et d'Erwin Piscator et de Max Reinhardt, qui pratiquait le théâtre chanté à la berlinoise. Et au fond, c'est Joseph Cosma qui, en France, lui a fait toute une série de textes, et notamment des textes de Prévert. Et au fond, elle a joué un
un rôle très, très compliqué, hein, même vis-à-vis des communistes. Elle refusa de signer l'appel de Stockholm. Et voilà ce qu'elle disait à propos de ses chansons, c'est cité dans la notice. J'ai choisi mes chansons guidées par un seul dictateur, mon cœur. Je suis une protestation à l'état pur. Pourquoi donc aller signer des pétitions? Il y aurait bien Annie Marly, compositrice du Chant des partisans, il y aurait bien Hélène Martin, il y aurait bien Pia Colombo. Je voudrais, j'ai évidemment, parce que j'ai voulu aller au bout de la période, montrer comment aussi il y avait des figures tout bonnement singulières. Anne Hubersfeld, pourquoi est-elle là? Parce qu'elle est communiste, mais enfin, c'est aussi une grande théoricienne du théâtre. Ariane Mnouchkine pour son engagement, et puis plus récemment, Christine Hudin pour le théâtre libertaire. Dernière partie, si Jean-Louis m'y autorise, 5 minutes sera parfait. Je me suis posé la question de savoir si l'entrée biographique était pertinente pour penser le collectif. La réponse, me semble-t-il, est oui. La réponse est oui, pour quelle raison? On peut dire qu'il y a des figures dans le métron, des grandes figures, des figures attendues. Pensons par exemple à Adamov. Alors je me suis livrée à un petit jeu, là aussi, qui vaut ce qu'il vaut, en découpant la notice, pour me dire, au fond, qu'est-ce que je peux apprendre de plus par le métron que je ne sais par d'autres dictionnaires du théâtre, par Wikipédia, que sais-je encore. Et en réalité, ce n'est pas tellement les œuvres que je vous ai mises ici, qui sont connues, hein, que je vous ai mises ici. C'est peut-être davantage par les revues et les maisons d'édition. Donc je vous les ai mis de Discontinuité, en passant par les Cahiers du Sud, jusqu'à Gallimard et à France Nouvelle. On voit ici un certain nombre d'éléments qui me paraissent intéressants à traiter. Plus encore, mais ceux qui me connaissent savent que je suis attachée, les lieux. On voit beaucoup de lieux dans le métron. Donc voici Adamov découpé en lieux, du studio des Ursulines au Piccolo Théâtre des Milan, où ces pièces ont fini par être jouées. Dernier élément du collectif, si je pars par les figures, les gens qu'il côtoie, en astérisque, ceux qui figurent dans le métron. Vous voyez que les liens sont nombreux, et évidemment, pour les grands spécialistes d'histoire des réseaux, il y aurait là une étude extrêmement approfondie à faire. On voit bien qu'il y a certes des écrivains, mais qu'il y a aussi des communistes, qu'il y a des metteurs en scène, etc., etc. Autre petit jeu auquel je me suis amusée, partir de quelqu'un qui n'était pas en notice. J'ai pris Bernard Dort, intellectuel singulier, qui pour moi est l'image du militant, en tout cas en matière de théâtre. Et alors, on le retrouve ailleurs. Il n'a pas de notice, mais on le retrouve parce qu'il publie Adamov, parce qu'il publie le premier article d'Antoine Vitesse, parce qu'il est proche de Mohamed Boudia, parce qu'il est proche aussi des gens de Villeurbanne. J'y reviendrai. On peut s'amuser aussi à retrouver comme ça les parcours. On trouve des groupes de théâtre. Alors, je ne reviendrai pas sur les groupes de théâtre révolutionnaires ou d'agit-prop, entre guillemets, dans les années 20, ni sur le groupe Octobre, qui, me semble-t-il, est relativement connu, parce que je voudrais insister sur 2 groupes. Les comédiens routiers, issus du scoutisme, Léon Chancerelle, le patron des comédiens routiers. Et puis, le deuxième groupe, c'est l'éducation par le jeu dramatique, le PJD. Pierre Louki, qui fut horloger et chanteur rive gauche, y était, condisciple de Philippe Noiret, Roger Blin y était, etc. etc. Des groupes aussi liés au lieu. Je voudrais citer Villeurbanne. Le combat pour l'indépendance algérienne, le soutien au FLN passe aussi par le Théâtre national populaire de Villeurbanne, autour de Roger Planchon, Jean-Marie Beuglin, Mohamed Boudia, Jacques Charby qui est comédien, Georges Mattei, et puis pas très loin, Jean-Marie Serrault, Jehan de Vangène, etc. Et je voudrais terminer par les univers. Parce qu'au fond, le théâtre, ce n'est pas seulement le théâtre sur planche, ce n'est pas seulement les vers déclamés, ce n'est pas seulement Hernani. C'est aussi un univers de chansonniers. On les trouve beaucoup dans le métron. Et Claude Pentier m'avait sensibilisé à cela. Et allez, un seul, j'avais dit Cossimon, mais Mouloudji. Alors Mouloudji, on peut dire, est-il un chanteur engagé,
Et la question est posée dans la notice. La réponse est donnée. Au fond, en quoi est-il engagé? C'est la vie des petites gens qu'il décrit ici. Et puis il est engagé autrement parce qu'on va le retrouver dans tout un tas de manifestations dans lesquelles se retrouve la gauche militante. Je ne peux pas terminer sans parler de la télévision, des dramatiques télévisés. On va avoir, et ils sont dans le Métron, tout un tas de réalisateurs, je pense à Marcel Bluval, à Célio Lorenzi ou à Michel Auglore qui les accompagne comme scénaristes et comme dialoguistes. Ils sont présents dans le monde du syndicalisme, ils sont aussi présents dans le monde politique. Je me suis posé la question: que fait le militantisme de ces hommes et de ces femmes au théâtre? Au fond, ils jouent beaucoup dans leur manière de faire. Je voudrais juste prendre l'exemple de Célio Lorenzi. Il a monté Théâtre de la jeunesse, qui est une série de dramatiques télévisées. Au fond, pour lui, le militantisme se faisait aussi par ces dramatiques qui étaient montées au studio des Buttes Chaumont. Je termine. Ainsi, ce détour par les hommes et les femmes de théâtre, me semble-t-il, permet de donner un peu de chair à l'histoire des engagements. Il donne corps au propre comme au figuré. Et au-delà, il me semble qu'il suscite l'empathie, voire la sympathie. À lire toutes ces notices, on a un peu envie de vivre, de rire, de pleurer avec eux. Et je voudrais terminer par une pirouette. Nous sommes le printemps du Métron. Il y a une pièce de Frank Wedekind qui s'appelle « L'éveil du printemps ». Et c'est une histoire d'adolescents qui découvrent la métamorphose de leur corps. Moi, j'ai découvert le corps des hommes et des femmes de théâtre dans le Métron, et il me semble qu'on peut en sortir grandi. Je vous remercie. Oui, tu dis que ça a de la place avec Dick Plenel. Voilà, donc nous allons changer la table. Edoui Plenel va venir pour présider les séances suivantes. Merci de votre attention. Parce que même les auteurs, ils n'en finissent pas de le lire. On va pas forcément mettre tout le monde, hein, peut-être. Alors Charles Imbert, Bernard